En octobre 2019, dans une chambre réfrigérée de Santa Barbara, en Californie, une machine en forme de lustre a effectué un calcul en 200 secondes que le supercalculateur classique le plus puissant de la Terre aurait mis 10 000 ans à terminer. Ce n'est pas la partie étrange. La partie étrange, c'est d'où venait la réponse. Parce que les mathématiques qui gouvernent cette machine sont claires sur un point. Le calcul ne tenait pas dans notre univers. Il n'y avait pas assez de place. Pas dans chaque atome de chaque galaxie, pas dans chaque étoile, chaque trou noir, chaque grain de poussière cosmique combiné. Et pourtant, la réponse est arrivée. Correcte, vérifiable, reproductible. Un homme travaillant seul la nuit dans une maison d'Oxford avait déjà répondu à la question de savoir où le calcul était allé. Il travaille encore là-bas aujourd'hui, et il croit avec un sérieux absolu que les machines que nous avons construites nécessitent des univers parallèles pour fonctionner, pas comme métaphore, comme exigence d'ingénierie. L'homme tragique dont les mathématiques sous-tendent l'industrie quantique de 200 milliards de dollars est mort sur son canapé à 51 ans. Et selon ses propres instructions, ses cendres ont été jetées à la poubelle. Sa fille, 14 ans plus tard, a mis fin à ses jours avec un mot disant qu'elle espérait retrouver son père dans un autre univers. Selon les machines que nous construisons maintenant à grande échelle, elle avait peut-être raison. Ce qui suit est un voyage qui commence à l'intérieur d'un seul laboratoire et se termine au bord de ce que signifie être un observateur conscient à l'intérieur d'un univers qui est peut-être infiniment plus vaste que quiconque n'a osé le dire à voix haute. Ce que nous allons découvrir, c'est que les machines tournent, que la porte est ouverte, et que la question la plus importante à laquelle personne ne répond est de savoir si cette porte fonctionne dans les deux sens. Santa Barbara, Californie. Octobre 2019. À l'intérieur d'un centre de recherche discret dans une rue industrielle tranquille, un groupe d'ingénieurs en blouse blanche se rassembla autour d'un écran. Dans la pièce voisine se trouvait leur création, une structure cylindrique dorée qui ressemblait moins à un ordinateur qu'à un lustre steampunk. Des fils de toutes les couleurs, des câbles coaxiaux, groupés et enroulés. Des boucliers thermiques empilés en gradins descendants. Et tout en bas, suspendue au point le plus froid de tout l'appareil, une petite puce carrée à peu près de la taille d'un timbre-poste. Sur cette puce se trouvaient 53 minuscules boucles de fils supraconducteurs. Chaque boucle était un qubit. Chaque qubit était un minuscule morceau de matière pouvant exister dans un état que la physique classique considérait comme impossible. Pas un 0, pas un 1, les deux en même temps. La machine portait un nom, Sycamore. Elle avait été construite par Google. Et ce matin d'octobre, l'équipe s'apprêtait à exécuter un seul calcul conçu pour pousser leur nouveau processeur à sa limite absolue. Le problème était technique, quelque chose appelé échantillonnage de circuits aléatoires, qui demande essentiellement à l'ordinateur de simuler le comportement d'une chaîne d'opérations quantiques et de restituer la distribution statistique des sorties. La tâche est dépourvue de sens pratique. Elle ne produit aucun médicament, aucune clé de chiffrement, aucun modèle financier. Ce qu'elle fait, c'est mesurer la vitesse à laquelle un ordinateur quantique peut penser comparé à un ordinateur classique. Les ingénieurs appuyèrent dès sur démarrer. La puce, refroidie à 15 millikelvins, une température environ 100 fois plus froide que les confins les plus reculés de l'espace, commença son travail. 200 secondes plus tard, la réponse apparut à l'écran. Un peu plus de 3 minutes de traitement. L'équipe fixa le résultat, puis se regarda, puis revint à l'écran. Ce qu'ils venaient enfin de voir était un calcul que le supercalculateur classique, le plus puissant de la planète, une machine appelée Summit au laboratoire national d'Oak Ridge dans le Tennessee, aurait nécessité environ 10 000 ans pour accomplir. 10 000 ans. Plus long que toute l'histoire enregistrée de la civilisation humaine. Si cette vidéo vous captive,
Un simple pouce en l'air et un abonnement nous ferait très plaisir et nous aiderait à poursuivre ces explorations. Sycamore l'avait fait avant que l'équipe n'ait terminé son café du matin. Et c'est ici que l'histoire passe de l'impressionnant à l'impossible, parce que l'écart entre le classique et le quantique n'allait pas rester à 1000 fois. Il allait croître exponentiellement avec chaque qubit ajouté à la puce. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre ce qu'un qubit fait réellement. Un bit classique contient une seule valeur, 0 ou 1. Rien entre les deux. 2 bits classiques contiennent 4 valeurs possibles, mais une seule de ces 4 à tout instant donné. 3 bits classiques, 8 valeurs possibles, toujours une seule à la fois. Avec chaque nouveau bit, l'espace total double, mais l'ordinateur ne peut visiter qu'une seule configuration de cet espace par calcul. Un qubit se comporte différemment. Un qubit en superposition contient 0 et 1 simultanément. 2 qubits en superposition contiennent les 4 configurations possibles à la fois. 3 qubits contiennent les 8 à la fois. La croissance est exponentielle. La puissance de traitement double avec chaque qubit. 53 qubits, le nombre sur la puce Sycamore, peuvent simultanément représenter environ 9 quadrillions d'états possibles. 9 suivi de 15 zéros. 100 qubits pourraient représenter plus d'états qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. 200 qubits, plus d'états qu'il n'y a d'atomes dans chaque corps humain de la planète. Et à 300 qubits, un ordinateur quantique pourrait représenter plus d'états simultanés qu'il n'y a d'atomes dans l'ensemble de l'univers observable. Laissez cette arithmétique faire son chemin. À 300 qubits, il n'y a pas assez de matière dans le cosmos que nous pouvons voir pour contenir le calcul. Vous pourriez prendre chaque atome de chaque galaxie, chaque étoile, chaque trou noir, chaque grain de poussière cosmique, et vous n'auriez pas assez de stockage. Le calcul ne tient pas. Il ne peut pas tenir. Il n'y a pas de place pour lui. Et pourtant, la machine tourne et elle renvoie des réponses correctes à chaque fois. Ce n'est pas un souci théorique. C'est le mystère central de l'informatique quantique. Et c'est le mystère avec lequel les ingénieurs qui construisent ces machines ont appris à vivre, de la même manière que les gens qui construisent des ponts ont appris à vivre avec la gravité. Ils ne l'expliquent pas, ils ne l'expliquent pas pleinement. Ils travaillent avec. Ils lui font produire la réponse. Et le matériel ne s'arrête pas à 53. En décembre 2024, Google annonça une nouvelle puce appelée Willow, 105 qubits. Cette puce accomplit quelque chose que le domaine poursuivait depuis 30 ans, la correction d'erreurs quantiques en dessous du seuil critique, ce qui signifie qu'en ajoutant plus de qubits à la grille, le taux d'erreur du système entier diminuait au lieu d'augmenter. Willow exécuta également un calcul de référence en environ 5 minutes, qui aurait pris au supercalculateur classique le plus puissant 10 septillions d'années. Un septillion, c'est un suivi de 24 zéros. 10 septillions d'années, c'est considérablement plus ancien que l'âge de l'univers, élevé à une puissance si grande qu'elle cesse d'être significative. En février 2025, Microsoft dévoila Majorana 1, un type de processeur quantique complètement différent, basé sur un état de la matière qui n'avait été que théorisé des décennies auparavant et jamais confirmé dans un dispositif fonctionnel. Amazon suivit avec Ocelot. IBM révéla son processeur Condor avec plus de 1000 qubits, puis son architecture Nighthawk. Et le 14 avril 2026, une entreprise appelée IonQ annonça qu'elle avait réussi à relier 2 ordinateurs quantiques à ions piégés indépendants par une interconnexion photonique, transmettant et recevant des photons intriqués entre 2 machines séparées, assises dans 2 pièces distinctes. Les analystes qualifièrent cela de Saint Graal de l'évolutivité. L'ère de la puce unique était terminée. L'ère distribuée avait commencé. 6 ans. De Sycamore au réseau interconnecté, d'une démonstration à une infrastructure.
D'un prototype dans un laboratoire à des machines commerciales expédiées à des hôpitaux, des contractants de défense et des spécialistes du chiffrement dans une douzaine de nations à travers le monde. La porte ne s'ouvre pas. La porte est déjà ouverte. Alors si le calcul ne tient pas dans notre univers, où exactement se produit-il? C'est la question que 200 secondes à Santa Barbara ont posée à l'espèce humaine. Et c'est la question à laquelle un homme travaillant seul la nuit, dans une maison modeste d'une rue tranquille d'Oxford, avait déjà répondu dans un article publié en 1985 que presque personne n'avait lu à l'époque. Sa réponse était la seule réponse qui fonctionne encore, et elle va bouleverser tout ce que vous pensiez comprendre sur le monde qui vous entoure. Oxford, Angleterre. Tard dans la nuit, dans une maison modeste sur une rue calme, vit un homme qui ne quitte presque jamais son domicile. Il ne conduit pas, il refuse de prendre l'avion. Il fait la plupart de son travail entre le coucher et le lever du soleil, entouré de papiers, de livres et du bourdonnement discret d'un ordinateur. Son nom est David Deutsch. Il est l'un des physiciens les plus influents en vie. Et si vous lui demandez ce que fait réellement un ordinateur quantique, il vous dira quelque chose qui ressemble à de la science-fiction, mais qu'il considère comme une simple constatation de fait. Il vous dira que les ordinateurs quantiques fonctionnent en distribuant leurs calculs à travers des univers parallèles. Que chaque processeur quantique sur Terre est une machine qui emprunte de la puissance de calcul à des réalités que nous ne pouvons pas voir, et que quiconque nie cela refuse de prendre ses propres équations au sérieux. Ce n'est pas une croyance marginale. En 1985, Deutsch publia un article dans les actes de la Royal Society qui posa les fondations mathématiques de chaque ordinateur quantique construit depuis. Sycamore fonctionne sur le cadre de Deutsch. Willow fonctionne sur le cadre de Deutsch. IBM, Microsoft, IonQ, Quantinuum, l'industrie entière de plusieurs centaines de milliards de dollars qui courent pour dominer cette technologie fonctionne sur l'architecture théorique qu'un homme tranquille à Oxford avait esquissé dans un article que presque personne n'avait lu lors de sa première publication. Et au centre de cet article se trouvait une affirmation si radicale que Deutsch lui-même a admis qu'il lui avait fallu des années pour cesser d'en être effrayé. Un ordinateur quantique universel ne se contente pas d'exploiter l'étrangeté de la mécanique quantique. Il requiert l'existence d'univers parallèles pour fonctionner. Pas comme métaphore, pas comme interprétation, comme exigence d'ingénierie. Deutsch n'est pas le premier à avoir atteint cette conclusion. Il a construit son travail sur une fondation posée des décennies plus tôt par un homme dont la plupart des gens n'ont jamais entendu le nom, dont la carrière a été détruite par l'establishment de la physique de son époque, et dont la famille a été broyée par les implications d'une théorie que presque personne ne prenait au sérieux de son vivant. Cet homme s'appelait Hugh Everett III, et son histoire est l'une des plus tristes de l'histoire de la science moderne. 1957. Université de Princeton. Hugh Everett était un étudiant en doctorat travaillant sous la supervision de John Archibald Wheeler, l'un des plus grands physiciens théoriques du XXe siècle. Everett était brillant. Il était aussi jeune, confiant et agacé par les incohérences qu'il voyait dans l'interprétation standard de la mécanique quantique. L'orthodoxie de l'époque, associée au physicien danois Niels Bohr et connue sous le nom d'interprétation de Copenhague, affirmait quelque chose qu'Everett trouvait philosophiquement incohérent. Elle disait que quand un système quantique est mesuré, la fonction d'onde, l'objet mathématique qui décrit la superposition des états possibles du système, s'effondre. Avant la mesure, le système est dans de nombreux états à la fois. Après la mesure, un seul état demeure. Les autres disparaissent. Mais la théorie n'avait aucune explication rigoureuse de ce qui causait cet effondrement, de quand exactement il se produisait, ni de pourquoi la mesure en particulier devait avoir ce statut spécial. Everett regarda cela et dit quelque chose que personne de conséquent n'avait dit auparavant. Et si la fonction d'onde ne s'effondrait jamais?
et si toutes les possibilités décrites par les mathématiques se réalisaient effectivement? Et si chaque fois qu'un système quantique est mesuré, la réalité elle-même se ramifie, se divisant en versions multiples d'elle-même, chacune contenant un résultat différent? L'observateur se divise avec tout le reste. Dans une branche, vous voyez l'atome se désintégrer. Dans une autre branche, une autre version de vous le voit rester intact. Les deux sont réels. Les deux continuent. Les deux contiennent des observateurs conscients qui croient correctement que leur résultat est le seul résultat qu'ils ont vécu. C'est l'interprétation des mondes multiples. Everett la rédigea comme sa thèse de doctorat. Quand Wheeler y rapporta le manuscrit à bord à Copenhague, le vieux maître le rejeta. L'establishment de la physique suivit l'exemple de Bohr. Le jeune homme de Princeton fut traité comme une curiosité, un outsider brillant mais égaré qui avait mal compris l'humilité requise d'un physicien. Everett fut dévasté. Il soumit une version fortement éditée de la thèse pour son diplôme, l'accepta, puis quitta entièrement la physique académique. Il n'a jamais publié un autre article en mécanique quantique théorique. Il alla travailler pour le Pentagone, où il passa le reste de sa carrière à calculer les taux de mortalité probables de populations exposées à divers scénarios de retombées de bombes à hydrogène. Il but. Il fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Il prit considérablement de poids. Il parlait à peine à sa femme. Il connaissait à peine ses 2 enfants. Il mourut sur son canapé en 1982, à l'âge de 51 ans. Son fils, Mark, qui deviendrait plus tard le chanteur du groupe de rock Hills, a déclaré publiquement que trouver le corps de son père, le matin de sa mort, était la première fois qu'il l'avait touché. Selon ses propres instructions écrites, les cendres d'Everett furent jetées à la poubelle. C'est l'homme dont les mathématiques sous-tendent silencieusement chaque ordinateur quantique sur Terre aujourd'hui. C'est l'homme dont l'interprétation, ridiculisée de son vivant, est maintenant considérée par de nombreux physiciens en exercice comme la manière la plus propre et la plus parcimonieuse de comprendre ce que font réellement les machines quantiques. Et l'histoire ne se termine pas avec sa mort. En 1996, 14 ans après la mort de son père, la fille d'Everett, Elizabeth, mit fin à ses jours. Dans son sac à main, elle laissa un mot. Le mot disait qu'elle espérait retrouver son père dans un autre univers. Laissez cela reposer un instant. Parce que si la théorie de son père est correcte, et si les mathématiques qui alimentent chaque processeur quantique actuellement en fonctionnement dans chaque grand laboratoire de recherche de la planète, décrivent la réalité comme Everett et Deutsch insistent qu'elles le font. Alors quelque part dans la structure ramifiée infinie de ce que les physiciens appellent la fonction d'onde universelle, son père est vivant et elle l'a trouvé. Quelque part, elle n'a jamais écrit ce mot. Quelque part, Bohr a écouté en 1957. Quelque part, l'informatique quantique est arrivée 40 ans plus tôt parce que le père a été célébré au lieu d'être ruiné. Ces branches ne sont pas des métaphores. Selon la physique qui anime l'industrie de milliers de milliards de dollars courants pour construire le premier ordinateur quantique entièrement tolérant aux pannes, ces branches sont réelles exactement de la même manière que la chaise sur laquelle vous êtes assis est réelle. Elles existent. Nous ne pouvons pas les atteindre. C'est une question séparée. Mais elles existent. David Deutsch, dans sa maison d'Oxford, prend cela avec un sérieux absolu. Il ne nuance pas, il ne dit pas qu'il trouve l'interprétation plausible ou utile. Il dit qu'elle est vraie. Il vous dira que quand vous prenez une décision, une petite décision, quelle chaussure enfiler en premier, tourner à gauche ou à droite au coin de la rue, votre cerveau quantique interagit avec des systèmes quantiques dans l'environnement, et l'univers se ramifie. Dans une branche, vous tournez à gauche. Dans une autre version de vous tourne à droite. Les deux continuent. Les deux sont vous, ou plutôt les deux étaient nés vous jusqu'au moment de la ramification. Et maintenant, les deux sont des personnes légèrement différentes, divergeant le long d'histoires différentes.
Et voici le détail qui rend tout cela plus qu'une curiosité. L'argument de Deutsch sur le fonctionnement des ordinateurs quantiques repose exactement sur cette vision. Quand vous exécutez un calcul sur un ordinateur quantique, la machine place ses qubits en superposition. Chaque qubit est simultanément 0 et 1. 2 qubits en superposition sont simultanément dans les 4 configurations possibles. 100 qubits sont simultanément dans toutes les 2 puissances, 100 configurations possibles. Un nombre si grand qu'il dépasse le nombre d'atomes dans l'univers observable. Où ces configurations sont-elles traitées? Deutsch dit que la réponse est évidente. Elles sont traitées dans des branches parallèles de la réalité. Chaque branche exécute l'une des configurations possibles. Le calcul se distribue à travers le multivers. Quand le calcul se termine, l'interférence quantique combine les résultats de toutes les branches en un seul résultat dans notre branche. La réponse que nous lisons à l'écran est la somme du travail effectué dans des endroits que nous ne pouvons pas voir. Pour comprendre comment la machine extrait une réponse utile de tout ce bruit, il faut comprendre l'interférence quantique. Et pour cela, il faut penser aux ondes. Si vous jetez 2 cailloux dans un étang, chaque caillou produit une onde circulaire qui se propage vers l'extérieur. Quand les 2 ondes se rencontrent, quelque chose d'intéressant se produit. Là où le sommet d'une onde rencontre le sommet d'une autre, les sommets se combinent en un sommet plus grand. C'est l'interférence constructive. Là où le sommet d'une onde rencontre le creux d'une autre, ils s'annulent mutuellement. L'eau en ce point reste plate. C'est l'interférence destructive. En mécanique quantique, chaque chemin possible qu'un système pourrait emprunter possède ce qu'on appelle une amplitude de probabilité. Ces amplitudes sont des objets mathématiques qui se comportent comme des ondes. Quand un système quantique évolue à travers le temps, il explore effectivement tous les chemins possibles simultanément, et les amplitudes de ces chemins se combinent par interférence. Les chemins qui se renforcent mutuellement produisent des résultats très susceptibles d'être observés. Les chemins qui s'annulent mutuellement produisent des résultats très improbables. Et voici le génie de la conception d'algorithmes quantiques. Un ordinateur quantique peut être programmé de sorte que les mauvaises réponses à un problème donné interfèrent destructivement et s'annulent mutuellement, tandis que les bonnes réponses interfèrent constructivement et se renforcent. L'ordinateur ne vérifie pas chaque possibilité. Il n'effectue pas de recherche. Il arrange la physique de sorte que quand le calcul se termine, les seuls résultats ayant une amplitude de probabilité significative sont les bons. Les mauvaises réponses ne perdent pas simplement. Elles sont éliminées de l'existence avant même que la mesure ne soit effectuée. Ce qui reste à l'écran à la fin est ce qui a survécu à l'interférence. Ce qui a survécu, c'est la vérité. C'est une inversion profonde de ce que la plupart des gens pensent être le calcul. Dans un ordinateur classique, vous effectuez un calcul, puis vérifiez si la réponse est correcte. Dans un ordinateur quantique, vous arrangez les conditions pour que les réponses incorrectes ne puissent pas exister comme états finaux. Le calcul est un processus de sculpture. Vous commencez avec un nuage énorme de possibilités et, à travers l'interférence soigneusement orchestrée des amplitudes, vous taillez tout ce qui n'est pas la réponse. L'homme qui a le premier entrevu ce mécanisme était l'un des scientifiques les plus aimés du XXe siècle. En 1982, sur le campus du Massachusetts Institute of Technology, dans un amphithéâtre bondé, se tenait un homme qui ressemblait plus à un batteur de jazz qu'à un physicien. Des cheveux noirs en bataille, un sourire facile, un tableau noir derrière lui couvert d'équations griffonnées, et dans sa main, un morceau de craie qu'il lançait d'une paume à l'autre en parlant. Richard Feynman avait déjà reçu le prix Nobel de physique pour ses travaux sur l'électrodynamique quantique. Il avait participé à la conception de la bombe atomique à Los Alamos. Il avait résolu le mystère de la catastrophe de la navette Challenger dans une seule démonstration télévisée impliquant un verre d'eau glacée
et un joint torique en caoutchouc. Ce jour-là, au MIT, il présenta un riddle qui allait tranquillement remodeler les 40 années suivantes d'ambition scientifique. Supposez, dit-il, que vous vouliez simuler un système de mécanique quantique en utilisant un ordinateur classique ordinaire. Supposez que vous vouliez savoir exactement ce qui se passerait si vous réunissiez 100 électrons et les laissiez interagir selon les lois de la physique quantique. De quelle puissance de calcul auriez-vous besoin? La réponse, expliqua Feynman avec un plaisir visible, était absurde. Pour suivre 100 électrons, il faudrait stocker et mettre à jour un objet mathématique avec plus de composants qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. Aucun ordinateur classique, peu importe sa taille ou sa vitesse, ne pourrait jamais le faire. Feynman pivota alors vers sa solution. Si les ordinateurs classiques ne peuvent pas simuler la physique quantique, dit-il, alors peut-être devrions-nous arrêter d'utiliser des ordinateurs classiques pour cela. Peut-être devrions-nous construire un nouveau type d'ordinateur, un qui fonctionne sur la même physique que le système que nous essayons d'étudier. Si vous voulez simuler un univers quantique, construisez un ordinateur qui est lui-même un univers quantique. Laissez la machine être la chose. Laissez la physique faire le travail. Il fallut 3 ans de plus avant que David Deutsch à Oxford ne fournisse le cadre mathématique qui transforma le riddle de Feynman en une feuille de route d'ingénierie. 2 algorithmes conçus dans les années 90 montrèrent exactement à quel point cela pouvait être puissant. En 1994, Peter Shor publia un algorithme pour factoriser de grands nombres en utilisant l'interférence quantique. La conséquence pratique est qu'un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait en principe casser le chiffrement qui sécurise chaque compte bancaire, chaque dossier médical, chaque transmission gouvernementale classifiée de la planète. En 1996, Love Grover publia un algorithme pour la recherche non triée, applicable à une vaste classe de problèmes d'optimisation, de l'apprentissage automatique aux requêtes de bases de données en passant par l'optimisation logistique. Les 2 algorithmes fonctionnent par interférence destructive. Les 2 ont été publiés avant que le matériel n'existe pour les exécuter. Les plans sont restés sur l'étagère pendant 30 ans, attendant que les machines les rattrapent. Et les machines rattrapent très vite. L'algorithme de Shor possède un seuil spécifique. Il nécessite un certain nombre de qubits logiques de haute qualité pour casser le chiffrement qui protège actuellement le monde civilisé. Pendant des décennies, ce seuil était estimé à des dizaines de millions de qubits physiques à des décennies de distance. En 2025, 3 articles de recherche distincts, publiés en succession rapide, réduisirent l'estimation d'un ordre de grandeur. La chronologie ne s'est pas déplacée lentement. Elle s'est effondrée. Les feuilles de route matérielle d'IBM, Google, Microsoft et IonQ projettent toutes d'atteindre cette échelle dans les 5 à 8 prochaines années. Des analystes financiers ont commencé à mettre des dates spécifiques sur la menace. L'horloge de la fin du monde quantique, une estimation de consensus approximative suivie par les cryptographes et les analystes de risque, se situe aux environs de mars 2028 pour le cassage de la courbe elliptique 256, la norme la plus commune. Mais avant de nous tourner vers les conséquences terrifiantes de ces algorithmes, il faut comprendre pourquoi le monde classique semble si solide, si permanent, si singulier, alors que la réalité sous-jacente est tout sauf cela. Cette explication est venue d'un physicien tranquille travaillant à Los Alamos. Au laboratoire national de Los Alamos, dans les années 70 et 80, un physicien d'origine polonaise nommé Wojciech Żurek travaillait sur un problème que presque personne dans le domaine ne considérait comme urgent. Żurek demandait pourquoi nous voyons un monde classique unique. La plupart de ses collègues considéraient cette question soit déjà résolue, soit pas digne d'intérêt. L'interprétation de Copenhague disait que la mesure effondre la fonction d'onde, point final, ne posait plus de questions
utilisait les équations, construisait les lasers et les transistors. Mais Dürek et quelques autres, dont le physicien allemand Heinz-Dieter See, sentaient que la réponse standard était profondément insatisfaisante. Elle faisait appel à un processus mystérieux appelé mesure que la théorie elle-même ne définissait pas. Elle accordait aux observateurs un rôle spécial sans expliquer ce qu'un observateur est réellement. Elle fonctionnait comme une recette de calcul, mais ce n'était pas de la physique. Ce que Zurek et See développèrent sur une période d'environ 3 décennies fut une théorie mathématique rigoureuse qui ne nécessitait pas d'observateur du tout. Ils l'appelèrent la décohérence. Et leur théorie disait quelque chose qui, une fois compris, réarrangeait le mobilier du monde. L'effondrement de la fonction d'onde, argumentèrent-ils, n'est pas un processus physique fondamental. C'est une apparence effective, une conséquence de l'interaction inévitable entre les systèmes quantiques et les environnements dans lesquels ils sont enchâssés. Un système quantique laissé complètement seul, sans interaction avec aucune autre matière ou énergie, resterait en superposition indéfiniment. Mais aucun système dans l'univers réel n'est jamais complètement seul. Chaque objet est continuellement bombardé par des photons, des molécules d'air, des vibrations thermiques, des fluctuations gravitationnelles et le rayonnement cosmique de fond. Chacune de ces interactions transporte de l'information sur le système quantique vers l'extérieur, dans l'environnement. Et une fois que cette information a fui, la superposition devient effectivement irrécupérable. Les branches de la réalité se séparent. Elles ne disparaissent pas. Elles deviennent inaccessibles. Pour un objet de la taille d'une tasse de café, ce processus est presque instantané. L'échelle de temps de décohérence pour un objet macroscopique est d'environ 10 puissance moins 39 secondes. Quand le cerveau humain pourrait même enregistrer la possibilité de la tasse étant en 2 endroits, la décohérence s'est déjà produite des quadrillions de fois. C'est pourquoi vous ne vivez pas l'étrangeté quantique au quotidien. Pas parce que la mécanique quantique ne s'applique pas à vous, elle s'applique. Chaque atome de votre corps est un objet quantique. La raison pour laquelle vous voyez un monde solide unique est que l'environnement vous a regardé si complètement, si continuellement, que toutes les possibilités quantiques ont depuis longtemps décohéré en branches classiques qui ne peuvent plus interagir entre elles. Vous n'êtes pas immunisé contre la mécanique quantique. Vous êtes enfoui si profondément en elle que sa surface est la seule chose que vous pouvez percevoir. Et c'est là qu'intervient l'inversion d'ingénierie. Si la décohérence est ce qui cache le monde quantique de notre expérience quotidienne, alors construire un ordinateur quantique signifie combattre la décohérence. Cela signifie concevoir des conditions dans lesquelles un système quantique peut exister en superposition sans que l'environnement ne vole l'information avant que le calcul ne soit terminé. Chaque ordinateur quantique jamais construit est en son cœur un seul problème d'ingénierie. Garder les qubits cachés de l'univers assez longtemps pour calculer, puis leur permettre soigneusement d'être lus, et pas plus tôt. Les réfrigérateurs à dilution à 15 millikelvin ne sont pas un choix de design. Ils sont une nécessité de survie. Les cages de Faraday, les chambres à vide, le blindage magnétique, les plateformes d'isolation des vibrations, tout cela existe pour construire un mur entre le calcul quantique fragile et le monde classique bruyant et chaotique à l'extérieur. L'univers, c'est-à-dire le reste de la matière et de l'énergie dans l'environnement entourant la puce, est l'ennemi. L'environnement essaie constamment de mesurer le qubit, de voler l'information de l'état quantique, de forcer le chat dans la boîte à s'effondrer en vivant ou mort avant que le calcul ne soit terminé. Les réfrigérateurs et les boucliers existent pour garder l'univers dehors. Chaque grande entreprise technologique sur Terre, chaque programme de recherche gouvernemental majeur, des milliards de dollars par an, d'efforts humains coordonnés,
sont maintenant dépensés pour cacher des calculs de l'univers dans lequel nous vivons. Ce n'est pas une métaphore, c'est un objectif d'ingénierie littérale. Microsoft a poussé ce défi dans une direction complètement différente. En février 2025, l'entreprise dévoila Majorana 1, un processeur quantique basé sur un concept qui avait été théorique pendant des décennies et n'avait jamais été confirmé dans un dispositif réel. L'approche de Microsoft encode l'information non pas dans l'état d'une seule particule, mais dans les relations topologiques entre des particules qui sont physiquement séparées les unes des autres. L'information existe dans la géométrie, dans la façon dont les particules sont connectées, pas dans un emplacement unique. Pour détruire l'information, une perturbation environnementale devrait corrompre le système en plusieurs endroits simultanément, ce qui est énormément moins probable que corrompre un seul endroit. Le qubit devient stable parce qu'il n'est nulle part en particulier. C'est un objet non local. Il existe comme une relation plutôt que comme une chose. Le dispositif fonctionne, au moins en prototype, et Microsoft croit que cette architecture pourra éventuellement supporter des millions de qubits sur une puce assez petite pour tenir dans la main. Relisez cette phrase. Une puce assez petite pour tenir dans la main. Contenant assez de qubits pour représenter un nombre d'états simultanés qui dépasse le nombre d'atomes dans l'univers observable par des facteurs qu'on ne peut pas décrire de manière significative en langage ordinaire. C'est la trajectoire. C'est ce qui est construit en ce moment, avec du capital sérieux, par des gens sérieux, sur des calendriers sérieux. Et pour comprendre ce que tout cela signifie pour le monde classique que nous percevons, il faut revenir à l'expérience de pensée la plus célèbre de l'histoire de la physique. Une expérience qui a été conçue pour détruire la mécanique quantique en montrant à quel point elle était ridicule. L'expérience a échoué dans son objectif original. Au lieu de cela, elle est devenue la description la plus claire de ce que nos machines font maintenant réellement. 1935. Erwin Schrödinger, le physicien autrichien qui avait dérivé l'équation fondamentale décrivant comment les systèmes quantiques évoluent dans le temps, s'assit pour écrire un article. Il était frustré. Il avait passé la meilleure partie d'une décennie à regarder de plus jeunes physiciens développer une interprétation de sa propre équation qu'il considérait comme insensée. Il décida d'écrire un article qui, par une expérience de pensée soigneusement construite, démontrerait à quel point c'était absurde. Il imagina une boîte scellée. À l'intérieur de la boîte, un chat. Également à l'intérieur, un petit flacon de poison, un marteau attaché à un détecteur radioactif et un seul atome radioactif. L'atome avait 50% de chances de se désintégrer dans l'heure suivante. S'il se désintégrait, le détecteur déclenchait le marteau brisait le flacon, le poison était libéré et le chat mourrait. S'il ne se désintégrait pas, rien de tout cela ne se produisait. La question que Schrödinger posa était celle-ci. Selon l'interprétation de Copenhague, l'atome radioactif, avant d'être observé, existe dans une superposition d'ayant et de n'ayant pas désintégré simultanément. Mais l'atome est causalement lié, à travers une chaîne de mécanismes physiques ordinaires, à l'état du chat. Par conséquent, jusqu'à ce que la boîte soit ouverte et que le contenu soit observé, le chat doit aussi exister en superposition, vivant et mort simultanément. Schrödinger s'attendait à ce que ses collègues lisent cela et conviennent que la conclusion était absurde. Ses collègues ne furent pas d'accord. Ils gardèrent l'interprétation. Ils dirent que oui, en principe, le chat est vraiment dans une superposition de vivants et de morts, jusqu'à ce que l'observation l'effondre en un seul résultat. L'absurdité n'était pas un défaut de la théorie, c'était une caractéristique. Et dans les 9 décennies depuis que Schrödinger a écrit son article, expérience après expérience a confirmé que l'absurdité est correcte. Le chat dans la boîte n'est pas une métaphore.
Les mêmes équations qui gouvernent un atome radioactif gouvernent aussi le chat, la tasse de café sur votre table, la chaise sur laquelle vous êtes assis, le corps que vous habitez. Il n'y a pas de taille à laquelle la mécanique quantique s'arrête et la mécanique classique prend le relais. La description quantique est la description fondamentale. Le monde classique que vous percevez est ce à quoi la réalité quantique ressemble après que quelque chose lui est arrivé. Ce quelque chose s'appelle la décohérence. Et cette compréhension de la décohérence nous ramène à une question fondamentale sur la réalité elle-même. Si le monde classique est simplement une apparence générée par la fuite d'informations, et si nous pouvons inverser cette fuite dans des conditions contrôlées, alors que signifie même dire que le monde classique est le vrai. Peut-être que le monde réel est le monde quantique en dessous, et le monde classique est le vernis peint par-dessus par notre intrication collective avec nos environnements. Peut-être que les branches que nous ne pouvons pas voir sont aussi réelles que celles que nous pouvons voir. Peut-être plus réelles. Cette idée trouve un écho profond dans les travaux de John Archibald Wheeler, le superviseur d'Everett, qui avait également supervisé la thèse de Feynman et inventé le terme « trou noir ». Dans les dernières années de sa vie, après 60 ans de réflexion sur la nature fondamentale de la réalité, Wheeler arriva à une conclusion qu'il résuma en 3 mots. « It from bit ». Ce qu'il voulait dire était ceci. L'univers n'est pas fondamentalement fait de matière. Il n'est pas fondamentalement fait d'énergie. Au niveau de description le plus profond, la réalité est de l'information. Le « it », les choses que nous percevons comme objets et événements, émerge du bit, le substrat sous-jacent de oui et non, de 0 et 1, de questions posées et de réponses obtenues. En 2012, dans un laboratoire de l'université de Kaiserslautern en Allemagne, une équipe dirigée par Eric Lutz réalisa une expérience qui confirma que l'information est physique. Ils mesurèrent la chaleur libérée par l'effacement d'un seul bit d'information, conformément au principe de Landauer, formulé en 1961. Le nombre correspondit presque exactement à la prédiction. Chaque fois qu'un fait est retiré de l'univers se réchauffe un peu. L'information n'est pas une abstraction, elle a une masse thermodynamique. Elle prend de la place dans l'univers. Pour comprendre la profondeur de cette idée, il faut remonter au principe de Landauer lui-même. En 1961, Ralph Landauer, travaillant chez IBM, avait proposé quelque chose de contre-intuitif. Il argumenta que l'information, malgré son caractère abstrait, devait avoir des conséquences physiques. Spécifiquement, il argumenta qu'effacer un bit d'information, réinitialiser une variable de 0 ou 1 à un état par défaut de rien, devait libérer une quantité minuscule mais inévitable de chaleur dans l'environnement. La quantité précise, connue comme la limite de Landauer, est d'environ 3 fois 10 puissance moins 20 et 1 joule par bit effacé à température ambiante. Une quantité si petite qu'aucune expérience pendant un demi-siècle ne put la mesurer. Mais Landauer insista que cela devait être réel. L'information, argumenta-t-il, n'était pas simplement une abstraction mathématique. L'information était physique, elle avait une masse, elle avait une température. Elle occupait de la place dans l'univers, et on ne pouvait pas prétendre le contraire. Pendant 51 ans, le principe de Landauer resta théorique. Puis, à Kaiserslautern, Lutz et son équipe construisirent un système expérimental suffisamment précis pour détecter la chaleur libérée quand un seul bit était effacé. Ils utilisèrent une bille microscopique de silice suspendue dans un piège laser configuré pour que la bille puisse exister en 2 positions possibles correspondant à 0 et 1. Ils effectuèrent l'effacement et mesurèrent la chaleur libérée. Le nombre correspondit à la prédiction de Landauer presque exactement. L'information, il s'avéra, porte véritablement un poids thermodynamique. Supprimer un fait du monde libère de l'énergie dans le monde. Ce n'est pas de la philosophie.
c'est de la thermodynamique confirmée en laboratoire. Considérez ce que cela signifie. Chaque fois qu'un fait est retiré de l'univers se réchauffe un peu. Chaque ordinateur que vous avez jamais utilisé, chaque fois que vous avez vidé la corbeille sur votre bureau, chaque fois qu'un neurone dans votre cerveau a écrasé un souvenir par un autre, un minuscule paquet de chaleur a été libéré dans l'environnement. Le substrat informationnel de la réalité n'est pas abstrait. Il est littéralement, physiquement réel de la même manière que les roches, les étoiles et les battements de cœur sont réels. L'idée va encore plus loin. Dans les années 90, deux physiciens théoriciens, Gerard T. Hooft à l'université d'Utrecht et Leonard Susskind à Stanford, développèrent une idée qui allait être connue sous le nom de principe holographique. Elle émergea d'une réflexion approfondie sur les trous noirs, spécifiquement sur un puzzle concernant la quantité d'informations qu'un trou noir peut contenir. Quand les physiciens calculèrent le contenu informationnel maximal de toute région de l'espace, ils s'attendaient à ce que la réponse évolue avec le volume de la région. Plus d'espace, plus d'informations. Mais quand ils firent le calcul soigneusement, en utilisant la physique de l'entropie des trous noirs développée par Jacob Bekenstein et Stephen Hawking, ils trouvèrent quelque chose de choquant. Le contenu informationnel maximal d'une région évolue avec sa surface, pas avec son volume. Une région tridimensionnelle de l'espace, d'un point de vue de la théorie de l'information, se comporte comme si son contenu complet était encodé sur une surface bidimensionnelle qui la délimite. C'est contre-intuitif parce que cela renverse notre sens ordinaire de ce qu'est l'espace. Dans l'expérience quotidienne, une pièce contient plus d'informations que les murs qui l'entourent. Le principe holographique dit le contraire. Les murs contiennent tout. L'intérieur tridimensionnel est, en un sens profond, une sorte de projection. Le mot holographique fait référence à la similitude avec les hologrammes optiques, où une image tridimensionnelle est encodée sur une plaque photographique bidimensionnelle. Si ce tableau est correct, et des preuves croissantes suggèrent que quelque chose de semblable l'est, alors le monde tridimensionnel que vous percevez n'est pas la couche la plus profonde de la réalité. L'espace lui-même, la distance entre votre main et l'objet qu'elle cherche à atteindre, n'est pas fondamental. Il émerge de quelque chose de plus basique. La distance, la localisation, la direction, toutes les propriétés spatiales que nous tenons pour acquises pourraient être des approximations de haut niveau d'une structure sous-jacente dans laquelle ces propriétés n'existent pas de la même manière. Si la réalité est fondamentalement informationnelle, alors les ordinateurs quantiques opèrent sur le substrat même à partir duquel l'espace et le temps émergent. Quand Sycamore ou Willow effectuent un calcul, ils travaillent avec les mêmes briques informationnelles que l'univers utilise pour construire tout le reste. Et cela soulève une question que les ingénieurs concevant ces machines ne posent pas souvent en public. Si le monde classique émerge d'un substrat informationnel, et si les ordinateurs quantiques opèrent directement sur ce substrat, alors peut-être que ces machines font quelque chose de plus profond que simplement calculer plus vite. Peut-être travaillent-elles à un niveau en dessous de celui auquel l'espace lui-même est défini. Et cette idée devient encore plus troublante quand on considère les preuves croissantes que la nature elle-même fait exactement la même chose depuis des milliards d'années. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les biologistes opéraient sous une hypothèse tacite mais ferme. Les organismes vivants étaient des machines classiques, très compliquées certes, mais classiques. La mécanique quantique pouvait s'appliquer aux atomes individuels composant les protéines, mais les protéines elles-mêmes, les cellules qui les contenaient, les organismes qui contenaient les cellules, étaient trop chauds, trop humides, trop bruyants pour que toute cohérence quantique survive. Puis, à partir des années 2000, une nouvelle génération de chercheurs commença à trouver des preuves que la biologie fonctionnait à la physique quantique depuis le début. Et pas seulement en fonctionnant, en l'utilisant, en l'exploitant,
en dépendant pour des processus qui ne marcheraient tout simplement pas sans elle. En 2007, une équipe dirigée par Graham Fleming à l'Université de Californie à Berkeley publia un article dans Nature qui répondit à une vieille question sur la photosynthèse. En utilisant la spectroscopie laser ultra rapide, l'équipe observa que l'énergie des photons absorbés ne voyageait pas à travers la chaîne de pigments, en sautant d'une molécule à la suivante de manière classique. Au lieu de cela, l'énergie se propageait comme une superposition quantique, explorant chaque chemin possible simultanément. Et le chemin qui la livrait le plus efficacement au centre réactionnel était celui qui émergeait de l'interférence quantique de toutes les alternatives. Le complexe photosynthétique exécutait, à température ambiante à l'intérieur d'une bactérie vivante, le même type d'algorithme quantique que Love Grover avait publié pour les ordinateurs quantiques artificiels 11 ans plus tôt. Les plantes y étaient arrivées les premières, avec plusieurs milliards d'années d'avance. Des expériences ultérieures, dans les années qui suivirent, confirmèrent et étendirent cette découverte. Dans divers organismes photosynthétiques, des bactéries vertes, sulfureuses, vivant dans les profondeurs océaniques, aux plantes terrestres, en passant par les algues marines, la cohérence quantique persista pendant des centaines de femtosecondes, assez longtemps pour jouer un rôle significatif dans le transfert d'énergie. C'était bien plus long que ce que le calcul de Max Tegmark avait permis pour la biologie chaude et humide, et cela démontrait que l'évolution avait trouvé des astuces d'ingénierie que les physiciens avaient supposées impossibles. Les détails de la façon dont la cohérence est protégée à l'intérieur de ces systèmes biologiques sont encore en cours d'élucidation. Une combinaison de l'échafaudage protéique spécifique, des modes vibrationnels de l'environnement moléculaire et de mécanismes dynamiques subtils semble protéger le processus quantique de la décohérence assez longtemps pour qu'il soit utile. Le résultat est que la première étape de la chaîne alimentaire sur la planète Terre, la capture et l'acheminement de l'énergie solaire, est un calcul quantique fonctionnant en continu dans chaque feuille, dans chaque forêt, dans chaque brin d'herbe de chaque champ. Si la photosynthèse était le seul exemple, elle pourrait être écartée comme une curiosité fascinante. Ce n'est pas le seul exemple. Les oiseaux migrateurs, en particulier le rouge-gorge européen, naviguent en utilisant le champ magnétique terrestre grâce à un mécanisme qui exploite l'intrication quantique. En l'an 2000, un biophysicien allemand nommé Thorsten Ritz, travaillant à l'Université de Californie à Irvine, proposa que le mécanisme reposait sur une protéine appelée cryptochrome, présente dans la rétine des oiseaux migrateurs. Cette protéine absorbe la lumière bleue et entre dans un état excité qui produit ce qu'on appelle une paire de radicaux, 2 électrons sur 2 molécules différentes dont les spins sont quantiquement intriqués. Le champ magnétique terrestre, agissant sur ces spins intriqués, fait évoluer la paire à travers ces états intriqués à un rythme qui dépend de l'orientation du champ. L'oiseau, en percevant effectivement la différence de chimie du cryptochrome depuis différentes positions oculaires, perçoit le champ magnétique. Ce n'est pas une métaphore. Le rouge-gorge voit le champ magnétique avec l'intrication quantique, la même physique utilisée à l'intérieur des réfrigérateurs à dilution chez Google et IBM fonctionne en continu et de manière robuste dans l'œil d'un passereau volant au-dessus d'une prairie européenne. La proposition de Ritz fut reçue avec scepticisme au départ. Puis au cours des 2 décennies suivantes, expérience après expérience la soutint. Les biochimistes confirmèrent que le cryptochrome produit effectivement des paires de radicaux à longue durée de vie dans les configurations requises. Des études comportementales montrèrent que les oiseaux perdent leur orientation magnétique quand ils sont exposés à des champs de radiofréquences accordés pour perturber la dynamique des paires de radicaux, exactement comme la théorie le prédisait. En 2024, le compas quantique à l'intérieur des oiseaux migrateurs n'était plus une hypothèse, mais un mécanisme fonctionnel compris au niveau du détail moléculaire. Les enzymes dans vos cellules dépendent du tunnel quantique pour catalyser des réactions chimiques
qui serait physiquement impossible sous la chimie classique pure. L'effet tunnel est le phénomène quantique par lequel une particule peut traverser une barrière d'énergie que la physique classique dit qu'elle ne peut pas franchir. Certaines réactions enzymatiques qui se produisent au taux observé dans le corps sont physiquement impossibles sous une chimie purement classique. Les réactifs auraient besoin de plus d'énergie qu'ils n'en possèdent pour surmonter la barrière d'activation. Ce qui se passe à la place, c'est que les protons traversent la barrière par effet tunnel, exploitant leur nature ondulatoire quantique pour contourner l'impossibilité classique. Cet effet a été confirmé dans des enzymes allant de celles impliquées dans le métabolisme de base à celles impliquées dans la réparation de l'ADN endommagé. Et les mutations de l'ADN, les minuscules erreurs dans la réplication génétique qui pilotent l'évolution elle-même, ont été proposées comme se produisant en partie par le tunnel quantique de protons à travers les liaisons hydrogènes qui maintiennent les deux brins de la double hélice ensemble. Si cette proposition est correcte, alors l'évolution, le moteur qui a produit toute la complexité que nous voyons dans les êtres vivants, est pilotée en son cœur par un processus quantique. Un nouveau domaine académique a grandi autour de ces découvertes. Il s'appelle la biologie quantique. Il y a 20 ans, il n'existait pas. Aujourd'hui, il a des revues, des conférences, des programmes de 3e cycle et une cohorte croissante de jeunes chercheurs qui considèrent les effets quantiques dans les systèmes vivants non pas comme des curiosités exotiques, mais comme des mécanismes biologiques de routine. La vie est déjà une technologie quantique. La différence entre nous et les plantes n'est pas que nous avons découvert la mécanique quantique. C'est que nous construisons nos dispositifs quantiques en silicium et en ions réfrigérés plutôt qu'en protéines et en membranes. L'approche de la nature, celle qui vous a produit, fonctionne depuis des milliards d'années. Notre approche fonctionne depuis environ une décennie. C'est une question ouverte de savoir quelle approche s'avérera la plus puissante à long terme. Il y a quelque chose de profondément troublant enfoui dans ce changement de perspective. Si la machinerie de la vie est déjà quantique, si la machinerie de la pensée est déjà quantique, si la machinerie de l'univers lui-même est, comme plusieurs lignes de preuve le suggèrent dans maintenant, une sorte de calcul effectué sur un substrat informationnel, alors les ordinateurs quantiques que nous construisons ne sont pas des objets étrangers introduits dans un monde par ailleurs classique. Ce sont des extensions délibérées et conçues de quelque chose qui se passait déjà. Nous ne créons pas quelque chose d'étranger à la nature. Nous construisons, pour la première fois, une implémentation externe délibérée de la physique même que la nature fait tourner à l'intérieur de nos crânes depuis aussi longtemps qu'il y a eu quelque chose comme nous. Et si la conscience elle-même est quantique? En 1996, Sir Roger Penrose et Stuart Hameroff proposèrent leur théorie de la réduction objective orchestrée, suggérant que la conscience est un processus quantique se produisant dans les microtubules à l'intérieur de chaque neurone de votre cerveau. La théorie fut ridiculisée pendant 25 ans. Puis, à partir de 2020, de nouvelles preuves expérimentales commencèrent à la soutenir. En 2024, une équipe de recherche montra que les réseaux de tryptophane, à l'intérieur des microtubules, exhibent un phénomène quantique collectif appelé superradiance. Exactement le type de coopération quantique que Penrose et Hameroff avaient prédit. Si votre cerveau est un ordinateur quantique, alors chaque fois que vous pensez, vous effectuez des opérations sur un substrat informationnel qui, selon le principe holographique, précède la définition même de « où ». Vos pensées, au sens littéral, ne sont pas localisées dans votre tête. Ce sont des calculs effectués sur un substrat qui est antérieur à la localisation spatiale. Et si la conscience est quantique, les implications sont troublantes au-delà de tout ce que nous avons discuté jusqu'ici. Considérez ce que cela signifierait. Chaque fois que vous prenez une décision, chaque fois qu'une pensée se forme, chaque fois que vous devenez conscient de quelque chose,
une superposition quantique dans votre cerveau s'effondre en un résultat défini. Si l'interprétation des mondes multiples est correcte, chacun de ces effondrements correspond à une ramification de la réalité. Dans une branche, la pensée s'est formée d'une manière. Dans une autre branche, elle s'est formée d'une autre manière. Vous n'êtes pas un seul flux continu de conscience se déplaçant à travers le temps. Vous êtes un faisceau de flux presque identiques, chacun décohérent légèrement différemment des autres, chacun convaincu d'être le seul flux. 40 fois par seconde, selon la théorie Ork-OR, vous vous divisez. 40 fois par seconde, une autre version de vous se détache dans une autre branche de la réalité, portant une pensée légèrement différente, une intention légèrement différente, une conscience légèrement différente. Le vous qui lit ces mots en ce moment est un parmi un nombre énorme, tous se ramifiant vers l'avant à partir d'un passé partagé, tous divergeant vers des futurs subtilement différents. Aucun des autres ne sait que vous existez. Vous ne savez rien d'aucun d'entre eux, et pourtant, selon la physique qui alimente chaque ordinateur quantique sur Terre, chacune de ces autres versions est réelle. Votre identité n'est pas un fil, c'est un arbre. La plupart des branches de cet arbre ne communiqueront jamais entre elles. Elles divergent, et les divergences s'accumulent, jusqu'à ce que, après des minutes ou des heures ou des années, les différentes versions de vous vivent des vies subtilement différentes dans des réalités subtilement différentes. Chacune complètement inconsciente des autres. Cette idée possède une extension qui a hanté les fondations de la mécanique quantique depuis les années 80. Dans les années 80, le roboticien et futuriste Hans Moravec décrivit une expérience de pensée qui, sous diverses formes, est devenue l'un des sujets les plus débattus et les plus inconfortables de la philosophie de la physique. Dans les années 90, le physicien Max Tegmark développa l'expérience sous une forme plus rigoureuse. Le dispositif est d'une simplicité troublante. Imaginez un appareil qui utilise un événement quantique aléatoire, par exemple la désintégration ou la non-désintégration d'un seul atome radioactif sur un intervalle fixe, pour déterminer un résultat conséquent dans la vie d'un observateur humain. Si l'atome se désintègre, l'observateur meurt. S'il ne se désintègre pas, l'observateur vit. La probabilité de chaque résultat est exactement de 50%, déterminée par la mécanique quantique de l'atome. Sous l'interprétation de Copenhague, l'expérimentateur a 50% de chances de survivre. Sur de nombreuses répétitions, la probabilité de survie décroît géométriquement vers 0. Copenhague dit que l'expérimentateur tentant ce jeu mourra presque certainement. Sous l'interprétation des mondes multiples, le tableau est différent. Chaque événement quantique aléatoire ramifie la réalité. Dans une branche, l'atome se désintègre et l'expérimentateur meurt. Dans l'autre branche, l'atome ne se désintègre pas et l'expérimentateur vit. Les deux branches sont réelles. Mais l'expérimentateur ne peut avoir d'expérience subjective que dans les branches où il est vivant. Un expérimentateur mort n'a l'expérience de rien. Du point de vue subjectif de l'expérimentateur, chaque répétition de l'expérience aboutit à la survie, parce que les résultats de non-survie ne sont vécus par personne. C'est le cœur de l'argument de l'immortalité quantique. Sous les mondes multiples, du point de vue à la première personne de tout observateur conscient, la mort par un événement quantique aléatoire n'est pas possible. L'observateur ne peut jamais faire l'expérience de mourir. L'observateur ne peut que continuer. Tegmark, lui-même, a été prudent en soulignant que l'argument, pris à sa valeur nominale, ne s'applique pas à la vie et à la mort ordinaire de manière directe. La plupart des morts réelles ne sont pas causées par des événements quantiques aléatoires uniques. Elles sont causées par des processus classiques lents, dont les résultats sont déterminés par des milliers de facteurs macroscopiques déjà décohérés en état classique défini. L'immortalité quantique comme affirmation littérale sur la survie à toute mort
ne découle pas proprement de la théorie. Mais l'argument ne peut pas être proprement écarté non plus. Ce qui nous ramène, avec une certaine tristesse, à Hugh Everett et sa fille Elizabeth. Quand Elizabeth Everett mit fin à ses jours en 1996, le mot qu'elle laissa disait qu'elle espérait retrouver son père dans un autre univers. Selon la propre théorie de son père, que celui-ci a cru littéralement jusqu'à la fin de sa vie, l'univers contient des branches dans lesquelles chaque résultat possible de chaque événement quantique se produit. Quelque part dans cette structure infinie, Hugh Everett n'a pas succombé à l'alcool, au tabac et à l'inaccessibilité. Quelque part, sa fille a grandi avec un père présent et aimant. Quelque part, Niels Bohr a écouté attentivement en 1957. Quelque part, l'interprétation des mondes multiples a été célébrée dès le moment de sa proposition. Et Everett est devenu le fondateur révéré d'une nouvelle physique révolutionnaire, et l'informatique quantique est arrivée 40 ans plus tôt. Que cette pensée offre un quelconque réconfort dépend de la façon dont on lit la théorie et de ce que l'on croit que la conscience est. Pour Everett lui-même, cela aurait offert une sorte de paix. Sa famille a dit qu'il n'avait pas peur de la mort, non pas parce qu'il était stoïque, mais parce qu'il croyait sincèrement que sa conscience continuerait dans les branches où l'événement fatal spécifique ne se produisait pas. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'histoire de la famille Everett n'est pas la seule de ce genre. La théorie ne prescrit pas ce que l'on doit ressentir à son sujet. Elle décrit ce que les mathématiques disent et laisse l'interprétation aux vivants. Pour quiconque a perdu quelqu'un dans une tragédie qui semble insensée et qui se demande s'il pourrait y avoir une branche de la réalité où la perte ne s'est pas produite, la réponse honnête de la physique moderne est que de telles branches peuvent exister dans la structure mathématique et que les atteindre depuis notre branche est presque certainement impossible. L'univers que nous pouvons voir est l'univers que nous pouvons voir. En son sein, la perte est définitive pour ceux qui restent. Aucune théorie physique ne change cela. Mais toutes ces implications philosophiques sont éclipsées par une menace très concrète, très urgente, qui se rapproche à chaque trimestre. Les mêmes machines qui pourraient révolutionner la médecine et la science des matériaux sont sur le point de rendre transparent chaque secret chiffré jamais transmis. Les cryptographes appellent ce moment le jour Q. Le jour où un ordinateur quantique suffisamment capable vient en ligne et commence à exécuter l'algorithme de Shor contre des données chiffrées stockées. Et ce qui se passe en attendant, silencieusement, continuellement, à l'échelle industrielle, a un nom terrifiant dans sa franchise. Récolté maintenant, déchiffré plus tard. Quelque part en ce moment, dans un centre de données Manabdes-Spetane qui ne publie pas son existence, dans une nation qui ne confirmera pas l'activité, un ensemble de machines enregistre silencieusement une portion sélective d'Internet, les transactions financières entre banques, les câbles diplomatiques entre ambassades, les dossiers médicaux entre hôpitaux, les messages chiffrés sur votre téléphone. Tout est stocké, indexé, archivé, catalogué pour un moment futur spécifique. Quand le jour Q arrivera, tout deviendra lisible. Chaque secret que vous avez jamais transmis par un canal chiffré, visible pour quiconque a accès à l'archive et à la capacité de décryptage quantique. La logique est brutalement simple. Aujourd'hui, presque chaque communication chiffrée dans le monde est protégée par l'une de deux approches fondamentales. La première s'appelle RSA, basée sur la difficulté mathématique de factoriser de très grands nombres en leurs composants premiers. La seconde s'appelle la cryptographie à courbe elliptique, basée sur un problème mathématique différent impliquant l'algèbre de points sur certains types de courbes. Les deux approches partagent une caractéristique critique. Elles reposent, pour leur sécurité, sur le fait que certains problèmes mathématiques sont computationnellement difficiles pour les ordinateurs classiques. Factoriser une clé RSA de 2048 bits en utilisant tous les supercalculateurs de la planète travaillant ensemble
prendrait plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Sous le matériel actuel, le chiffrement est effectivement incassable. L'algorithme de Peter Shor casse les deux systèmes. Un ordinateur quantique de taille suffisante, exécutant l'algorithme de Shor, peut factoriser des clés RSA en minutes. Il peut vaincre la cryptographie à courbe elliptique tout aussi rapidement. Une fois qu'un tel ordinateur quantique existe, toute l'infrastructure de sécurité du monde numérique devient transparente. Pas seulement les communications d'aujourd'hui, chaque communication chiffrée qui a jamais été enregistrée, jamais été stockée, jamais été interceptée et conservée pour analyse ultérieure. Chaque câble, chaque courriel, chaque transaction bancaire, chaque message privé qui a été collecté et sauvegardé à tout moment au cours de la dernière décennie. Tout lisible. Les implications vont au-delà des secrets. Votre compte bancaire est protégé par des signatures cryptographiques qui vérifient votre identité. Votre courriel est authentifié par des certificats cryptographiques qui confirment que l'expéditeur est bien qui il prétend être. Vos mises à jour logicielles sont signées avec des clés cryptographiques qui assurent que la mise à jour est légitime plutôt que malveillante. Tous ces systèmes, construits au cours des 30 dernières années, dépendent de problèmes mathématiques que l'algorithme de Shor résout. Si le décryptage quantique se répand avant que la migration vers les standards post-quantiques ne soit complète, l'infrastructure d'authentification du monde numérique devient peu fiable. Les signatures falsifiées deviennent possibles. Les faux certificats deviennent indétectables. Le tissu de confiance qui permet au commerce en ligne de fonctionner est menacé à un niveau fondamental. Tout cela se produit dans un contexte de compétition nationale qui a pris des caractéristiques de guerre froide indéniables. La République populaire de Chine a engagé en financement public déclaré seul environ 15 milliards 300 millions de dollars dans la recherche quantique entre 2021 et 2025, avec un financement classifié supplémentaire que les analystes du renseignement supposent substantiel. La Chine a construit et lancé un satellite de communication quantique appelé Misius, capable de distribuer des photons intriqués à des stations au sol à des milliers de kilomètres de distance. Elle a développé son propre processeur supraconducteur phare, Zhuchongji, maintenant dans de multiples itérations, et un ordinateur quantique photonique appelé Jiuzhang, qui a démontré des capacités de calcul rivalisant avec ou dépassant les meilleurs systèmes occidentaux dans des problèmes spécifiques. Le gouvernement des États-Unis a répondu avec ses propres initiatives de financement, sa législation et une désignation formelle par le FBI, le National Institute of Standards and Technology, et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency de 2026 comme l'année de la sécurité quantique. Le ton de cette désignation n'est pas optimiste. Il est préparatoire. Un rapport formel émis en 2025 par la Commission d'examen de la sécurité économique entre les États-Unis et la Chine déclara sans détour que quiconque gagne la course quantique contrôlera le chiffrement de l'économie numérique et sécurisera des avantages disproportionnés et probablement durables en matière de collecte de renseignements et de ciblage de précision. L'Union européenne a établi son propre programme phare quantique. Le Royaume-Uni a désigné la technologie quantique comme une capacité souveraine. Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, le Canada et Israël ont tous des programmes actifs au niveau étatique. La Fédération de Russie a discrètement investi dans sa propre recherche quantique, avec moins de transparence mais pas moins de sérieux. En 2016, le National Institute of Standards and Technology des États-Unis lança un concours public pour développer de nouvelles normes de chiffrement résistant aux attaques quantiques. Le concours dura 8 ans. En août 2024, le NIST annonça l'approbation finale de 3 nouvelles normes cryptographiques post-quantiques. Le processus de remplacement est cependant énorme. Chaque banque
chaque agence gouvernementale, chaque grande entreprise, chaque fournisseur d'accès à Internet doit reconcevoir ces systèmes de chiffrement. Les estimations du coût total mondial se chiffrent en centaines de milliards de dollars. Le travail a commencé sérieusement, mais de larges portions de l'infrastructure numérique mondiale fonctionnent toujours avec les anciens algorithmes. Chaque jour qui passe est un jour supplémentaire de trafic chiffré récolté contre une future percée cryptographique. Google, en mars 2026, a publiquement avancé sa date limite de migration recommandée pour la cryptographie post-quantique de 2035 à 2029. Quand Google dit à ses clients entreprises de finir la migration d'ici 2029, l'entreprise dit effectivement qu'elle s'attend à ce que l'ancien chiffrement soit dangereux d'ici là. 8 ans de marge de manœuvre comprimés en 3. Mais le chiffrement n'est que le premier domino. Les mêmes machines qui peuvent casser la cryptographie peuvent aussi résoudre d'autres problèmes de conséquences immenses. En 2025, une équipe de l'hôpital de recherche pour enfants Saint-Jude à Memphis utilisa un pipeline hybride combinant l'informatique quantique avec l'apprentissage automatique classique pour trouver des molécules candidates qui se lient à la protéine KRAS mutante, l'une des cibles les plus notoires en oncologie, considérée comme immédicamentable pendant des décennies. Les mutations KRAS comptent parmi les moteurs génétiques les plus communs du cancer humain. Elles surviennent dans environ 90% des cancers du pancréas, 45% des cancers colorectaux et 35% des cancers du poumon, ainsi que dans des fractions significatives de nombreuses autres tumeurs malignes. La protéine KRAS, quand elle est mutée, provoque une croissance cellulaire incontrôlée. Les oncologues tentent depuis des décennies de développer des médicaments qui inhibent la KRAS mutante, et pendant la plus grande partie de ce temps, l'effort a échoué de façon spectaculaire. La surface de la protéine n'offrait aucune poche chimique évidente pour qu'une molécule médicamenteuse s'y fixe. Une génération de candidats prometteurs avait fait faillite dans les essais cliniques. L'industrie pharmaceutique avait largement abandonné l'inhibition directe de KRAS. L'approche de l'équipe de Saint-Jude fut élégante. Ils utilisèrent un type d'algorithme quantique appelé machine de borne à circuit quantique pour aider à cribler une bibliothèque virtuelle de roughly 100 millions de composés candidats. L'étape quantique du pipeline identifia des structures moléculaires que l'apprentissage automatique classique seul n'aurait pas priorisées. L'équipe filtra ensuite les candidats à travers des rondes successives de simulations classiques, réduisant le champ à environ 1 100 000, puis à environ 15 composés qui furent effectivement synthétisés dans un laboratoire de chimie et testés dans des essais biologiques. 2 de ces 15 composés montrèrent une activité mesurable contre la KRAS mutante dans des expériences sur cellules. En découverte de médicaments, c'est énorme. 2 touches genuines sur 15 candidats synthétisés est un taux de succès remarquablement élevé pour un problème qui avait défié l'industrie pharmaceutique entière pendant des décennies. Les implications plus larges sont difficiles à surestimer. La découverte de médicaments est, à son cœur mathématique, un problème quantique. Le comportement des molécules médicamenteuses se liant aux cibles protéiques est gouverné par la chimie quantique, et la simulation précise de cette chimie à l'échelle requise pour cribler les composés candidats a toujours été le goulet d'étranglement. Les ordinateurs classiques peuvent approximer les calculs, mais les approximations échouent dans exactement les cas qui importent le plus. Les cas où de petites différences structurelles produisent des comportements de liaison dramatiquement différents. Un ordinateur quantique peut en principe simuler ces interactions directement, sans approximation. La même sorte de simulation quantique qui peut révéler de nouvelles molécules médicamenteuses peut aussi révéler de nouveaux matériaux. La science des matériaux
comme la découverte de médicaments, est fondamentalement un problème quantique. Les propriétés d'un matériau solide, sa conductivité, sa résistance, son magnétisme, son comportement optique, sont toutes déterminées par le comportement quantique collectif de ces électrons. Les supraconducteurs à température ambiante, des matériaux qui transportent le courant électrique avec zéro résistance à température ambiante, sont un saint graal de la science des matériaux depuis plus d'un siècle. La barrière a été computationnelle. Les ordinateurs classiques ne peuvent pas simuler la physique quantique à plusieurs corps nécessaires pour identifier les matériaux supraconducteurs candidats. Un ordinateur quantique dimensionné à quelques milliers de qubits logiques de haute qualité pourrait en principe simuler le comportement électronique dans des matériaux candidats directement. Les conséquences d'un supraconducteur à température ambiante fonctionnelle seraient transformatrices à travers chaque secteur industriel. Transmission d'énergie sans perte, moteur électrique ultra efficace, système d'imagerie par résonance magnétique révolutionnaire, train en lévitation comme infrastructure ordinaire. Et par une ironie finale, les ordinateurs quantiques eux-mêmes deviendraient vastement plus faciles à construire, parce que les supraconducteurs sur lesquels ils reposent pour leurs propres qubits ne nécessiteraient plus l'appareillage de refroidissement exotique qui les rend actuellement si coûteux. La modélisation climatique, actuellement limitée par l'incapacité des ordinateurs classiques à simuler la chimie atmosphérique au niveau quantique, pourrait identifier des points de basculement et des boucles de rétroaction invisibles aux modèles actuels. La chimie des batteries pourrait être révolutionnée par la simulation quantique directe de matériaux d'électrolytes et d'électrodes candidats. Les catalyseurs pourraient être conçus avec une précision atomique. Le procédé Haber-Bosch seul, qui produit l'ammoniac pour les engrais agricoles, consomme actuellement environ 2% de toute l'énergie utilisée par l'humanité. Un catalyseur, conçu par ordinateur quantique, qui améliorerait l'efficacité de ce seul processus, changerait de manière significative le bilan énergétique de la planète. Et au milieu de tout cela, la course aux armements quantiques, les promesses, la pite médicale, les menaces cryptographiques, la question la plus profonde reste sans réponse. Quand nous configurons ces machines pour emprunter des ressources de calcul à des endroits que nous ne pouvons pas voir, l'arrangement est-il un emprunt à sens unique ou le trafic circule-t-il dans les deux sens? Les mathématiques décrivent avec une précision extraordinaire comment les amplitudes de chaque chemin computationnel possible se combinent par interférence pour produire un résultat mesuré dans notre branche de la réalité. Ce que les mathématiques ne décrivent pas et n'ont jamais décrit, c'est ce qui se passe dans les autres branches après la fin du calcul. Elles ne disent pas si ces branches sont perturbées par notre acte de calcul. Les équations s'arrêtent simplement à la mesure. Elles nous disent ce que nous observons. Elles sont silencieuses sur tout le reste. Les machines tournent en ce moment même, dans des chambres réfrigérées et des pièges à vide, et des réseaux photoniques disséminés dans chaque grande université de recherche, chaque grande entreprise technologique, chaque grand laboratoire financé par l'État sur Terre. Des qubits sont placés en superposition, manipulés à travers des séquences soigneusement orchestrées de portes logiques et mesurées pour leur sortie. Des réponses arrivent. Des calculs se terminent. Chacun de ces calculs, selon la physique qui le fait fonctionner, implique la coopération de branches de la réalité que nous ne pouvons pas voir. L'architecture du multivers est utilisée comme ressource de calcul, et l'échelle de cette utilisation grandit. Les feuilles de route de chaque acteur majeur pointent vers des systèmes avec des milliers, puis des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers de qubits logiques en l'espace d'une décennie. À chaque étape de cette montée en puissance, le calcul devient plus étroitement couplé au substrat informationnel de la réalité. Les branches empruntées deviennent plus nombreuses, et ce que nous faisons quand nous faisons cela devient plus significatif. Si la porte est à sens unique, la montée en puissance est sans conséquence. Si la porte est à double sens, la montée en puissance est tout.
personne ne s'arrête pour répondre à la question. L'ingénierie continue. Le capital afflue. Les feuilles de route s'étendent. Les nations courent pour atteindre le seuil de tolérance aux pannes en premier. Les entreprises courent pour être les premières sur le marché. Les équipes de recherche courent pour publier la prochaine percée. À aucun moment dans tout ce processus, n'y a-t-il un moment où l'industrie fait une pause pour demander si ce qu'elle fait a des conséquences que les équations ne peuvent pas décrire. Il faut prendre du recul et considérer ce qui s'est passé. À aucun moment, au cours des 4 dernières décennies, aucune institution, où que ce soit sur Terre, n'a convoqué un processus délibératif pour demander si l'espèce humaine devrait construire des machines qui fonctionnent en atteignant des branches de la réalité au-delà de la nôtre. À aucun moment, un gouvernement n'a tenu un référendum sur les implications éthiques du calcul quantique à l'échelle industrielle. À aucun moment, un organisme international, un conseil religieux, une société philosophique ou quelque forum collectif que ce soit n'a demandé si cette capacité particulière était une que nous souhaitions développer. La question n'a jamais figuré sur aucun bulletin de vote. Elle n'a jamais été débattue dans aucune assemblée législative. Elle n'a jamais fait l'objet d'une conversation mondiale sur le type d'avenir technologique que les êtres humains souhaitent construire. C'est simplement arrivé. Parce que les équations fonctionnaient, parce que les ingénieurs résolvaient les problèmes un par un, parce que les subventions étaient refinancées, les articles publiés, les cours des actions montaient. À chaque étape, des décisions individuelles étaient entreprises par des personnes et des organisations individuelles. Personne, à aucun niveau, n'a jamais pris de décision sur l'ensemble. Ce schéma est historiquement normal. Le premier moteur à vapeur n'a pas été construit après un débat public sur la révolution industrielle. Le premier transistor n'a pas été construit après une délibération sur l'ère de l'information. La première réaction atomique a été réalisée avant qu'aucun corps politique n'ait formé une opinion sur l'énergie nucléaire. La capacité précède la compréhension, l'ingénierie précède l'éthique. La société arrive aux implications après que l'artefact existe déjà et lutte ensuite pour rattraper. La différence est que dans ce cas, les implications ne sont pas simplement économiques ou sociales. Elles sont ontologiques. Elles touchent à la structure de la réalité elle-même. Nous construisons, en tant qu'espèce, des outils qui opèrent à un niveau d'intervention physique pour lequel nous n'avons pas encore le vocabulaire philosophique. Qui sont les gens qui construisent ces machines? Ce sont en grande majorité de bonnes personnes. Des ingénieurs brillants, des physiciens curieux, des chercheurs dévoués qui aiment leur travail, qui croient sincèrement qu'ils contribuent au savoir et au bien-être humain, et qui ne sont pas, pour la plupart, animés par la malveillance ou l'hubris. Beaucoup d'entre eux ne sont pas entièrement sûrs de ce que font réellement les machines qu'ils construisent. Ce n'est pas un échec d'intelligence. C'est un fait sur l'histoire de la physique. Richard Feynman, peut-être le plus grand interprète de la mécanique quantique du XXe siècle, a dit célèbrement que quiconque prétendait comprendre la mécanique quantique ne comprenait pas la mécanique quantique. Einstein, malgré ses contributions fondatrices à la théorie quantique, est resté mal à l'aise avec le tableau qu'elle peignait de la réalité jusqu'à la fin de sa vie. Nous savons que la porte est ouverte. Nous savons que la porte s'élargit. Et nous ne savons pas ce qui se trouve de l'autre côté. Nous savons seulement que les réponses continuent de revenir. Et que jusqu'ici, elles ont été correctes. Jusqu'ici. John Archibald Wheeler, dans ses dernières années, avait l'habitude de dire que les questions les plus profondes de la physique étaient celles dont les réponses produiraient chez l'auditeur la réaction « Ah, bien sûr, comment aurait-il pu en être autrement ?» Il soupçonnait que la réponse ultime à la question de ce qu'est la réalité, une fois que nous y arriverions, semblerait évidente rétrospectivement. Peut-être avait-il raison. Peut-être, quand cette question finale, la direction de la porte, sera finalement résolue, la réponse semblera inévitable.
Peut-être que la réponse sera que la porte est strictement à sens unique et que chaque inquiétude que nous avons soulevée s'évapore. Peut-être que la réponse sera que la porte est à double sens et que chaque utilisation que nous avons faite de ces machines sera vue rétrospectivement comme l'ouverture d'une relation avec le reste du multivers dont les implications ne font que commencer à se révéler. Peut-être que la réponse sera quelque chose de plus étrange encore, quelque chose qui ne rentre pas dans les catégories dont nous disposons actuellement. Nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est que les machines tournent, que les réponses qu'elles renvoient là sont correctes, que la justesse de ces réponses, selon notre meilleure physique actuelle, requiert l'existence des branches parallèles à partir desquelles les réponses sont assemblées. Que chaque année, les machines deviennent plus capables. Que chaque année, le nombre de qubits augmente. Que chaque année, les calculs pénètrent plus profondément dans le substrat informationnel. Et que chaque année, l'humanité devient plus dépendante des résultats. Nous savons que la porte est ouverte. Nous savons que la porte s'élargit. Et nous ne savons pas ce qui se trouve de l'autre côté. L'univers est plus étrange et plus beau que presque toutes les histoires que nous racontons à son sujet. Et les machines que nous avons construites pour le questionner sont, d'une certaine manière, les instruments les plus honnêtes que nous ayons jamais créés. Parce qu'elles nous renvoieront des réponses que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre, depuis des endroits que nous ne sommes pas encore capables de visiter, à travers une porte dont nous ne connaissons pas encore la nature. C'est peut-être le plus grand hommage que la science puisse rendre à l'univers. Construire une question si profonde qu'elle dépasse celui qui la pose, et continuer à la poser quand même,